Bonjour à toutes et à tous, merci de nous écouter ou de nous suivre à distance. Je suis Étienne Rouillon, je suis directeur des éditions de MK2 Publishing et une des parties de mon travail, c'est de tester et d'incorporer l'IA dans le quotidien de nos productions. Je suis avec Jeanne Marchalot, vous êtes directrice du Story Lab de France Télévisions. Vous allez aussi nous raconter comment est-ce que l'IA compte dans votre quotidien. Et Elisha Karmitz, que je connais bien, qui est directeur général du groupe MK2 et qui est aussi aux avant-postes sur ces sujets. Donc, on a 40 minutes tous les trois pour parler de tout ça. On va aborder trois grandes thématiques autour de l'IA. C'est comment est-ce qu'on crée avec de l'IA aujourd'hui? C'est un sujet qui passionne et qui interroge aussi. Pourquoi est-ce qu'on crée avec de l'IA et quelles seront les potentialités à venir sur l'utilisation de ces outils? Pour commencer, j'avais envie de vous parler à titre personnel. Est-ce que vous avez le souvenir du surgissement de l'IA dans vos quotidiens? Et je précise un petit point de lexique. Nous, on va parler des IA génératives. On va souvent dire IA à la place d'IA générative, mais c'est tout ce qui est produit en réponse à une sollicitation d'une base de données, ce qu'on appelle vulgairement un prompt. Je vous laisse la parole, Jeanne. Bonjour, merci Étienne. Et Elisha de partager ce moment. Donc oui, on parle bien d'IA générative qui concerne la création de contenu, parce qu'évidemment tout le reste, et notamment ce qui impacte l'info, ce sont évidemment la direction de l'info à France Télévisions. Et juste une petite parenthèse, le Story Lab, donc c'est le label des programmes immersifs de France Télévisions, et donc nous coproduisons des histoires qui sont portées par les nouvelles technologies, et donc forcément l'IA à un moment donné va rentrer en jeu. Donc moi je baigne dans les nouvelles technologies depuis longtemps maintenant, puisque dans une autre vie j'étais directrice de post-production, et forcément j'ai suivi toute l'évolution des caméras numériques, du passage de la pellicule à la data. Et donc quand l'IA a commencé à émerger, je me suis dit que là on arrivait à une autre phase du numérique, une phase importante, probablement révolutionnaire. Je me suis moi-même essayé à ChatGPT, mais quand on n'est pas un créateur ou une créatrice, ça marche pas. Donc voilà. Elisha, même question. Comment on utilise comment est-ce que vous avez rencontré l'IA à titre personnel d'abord, et puis après dans le travail? Alors, à titre personnel, chez MK2, on a toujours une grande veille technologique sur les nouveaux outils de création. On s'est depuis 10 ans beaucoup intéressé aux technologies immersives, aux technologies XR. Et c'est vrai que depuis 3-4 ans, les nouveaux modèles d'IA sont devenus aussi l'un des sujets qui était le plus discuté à l'intérieur des communautés. Moi, l'un des moments, je m'y intéressais déjà beaucoup, mais l'un des moments marquants, c'est que j'étais à South by Southwest au moment où GPT, le grand modèle de GPT a été annoncé. Et c'est vrai que dans le festival, ça faisait quand même l'effet d'une bombe, où tout d'un coup, ça devenait le seul sujet de conversation. Et c'est un moment dont je me souviendrai. Et à partir de là, on a commencé à rentrer dans le sujet avec beaucoup plus de granularité. Et c'est l'un des grands enjeux passionnants du monde à venir. Ouais. Oui, parce que pour ma part, c'est un mouvement qui s'est fait en plusieurs temps. Il y a eu d'abord dans le grand public l'arrivée des IA génératives textuelles. Donc le ChatGPT était l'outil le plus large. Puis après, ça s'est ouvert à d'autres réponses, de l'audio, de la vidéo, de l'image. Moi, pour ma part, dans mon service, le travail, ça a été d'abord de collecter toutes les informations, voir tous les outils qui sortaient, les tester et ensuite les implémenter dans de la production au jour le jour, avec des réussites, des moins réussites. On parlera aussi peut-être de l'artefact AI Film Festival qu'MK2 a coproduit il y a quelques jours, quelques semaines. Mais peut-être que vous pouvez nous raconter un peu comment vous, chez Story Lab, l'IA rentre dans le travail, et je crois notamment dans la manière dont on vous soumet des projets. Oui, et si je peux dire, et revenir juste un petit peu en arrière, autant la transformation de la pellicule en data a pris quand même une génération, quand on est passé de la Sony 700 au Alexa.
et qu'évidemment au début il a fallu s'adapter, la lumière, le maquillage, beaucoup de choses. Et que là en fait quand on passe à l'IA générative, donc aux nouvelles technologies qui arrivent, c'est la vitesse à laquelle ça arrive et à laquelle ça catapulte beaucoup de choses, et particulièrement dans la création audiovisuelle. Parce que moi ce qui m'impressionne beaucoup, c'est tous les clips qu'on voit sortis toutes les semaines avec une nouvelle IA, et la performance et le réalisme qui s'accroît de jour en jour. Et donc effectivement, comme le Storylab, nous explorons des nouvelles écritures avec les nouvelles technologies, il est évident que l'IA à un moment donné rentre en jeu. Et ça à plusieurs niveaux et à plusieurs phases dans le projet. Donc ça peut être dans la conception de projet. Quand on me propose un projet, ça peut aussi avec de l'IA, un teaser ou un mood board généré avec de l'IA. Moi, ça ne me pose aucun problème. Et au contraire, je trouve que c'est assez astucieux parce que ça permet de donner à voir l'univers du créateur ou de la créatrice et de moins se perdre avec des mots qui peuvent, des mots MOTS, qui peuvent devenir des mots MAUX quand on ne s'accorde pas sur le film. J'ai film au sens générique. Et ensuite, dans la fabrication, pour générer des images, parce que dans l'immersif, on est encore sur des échelles économiques relativement contraintes. Donc ça peut être un gain en post-production pour sans... je ne parle pas de gain en suppression de poste, mais en création et en génération d'images. Oui, ça, on reviendra sur la question des interrogations, notamment en termes de métiers. Bon, je pense que pour l'instant, en tout cas, c'est plutôt des métiers qui sont créés parce que nous, en interne aussi, on a eu des personnes qui sont dédiées à l'évaluation, au test et à l'intégration des outils. Ce que vous racontiez sur la post-production, c'est quelque chose qu'on voit beaucoup, nous, sur des éléments de décor, sur du fond vert, du traitement du son, du rattrapage. Très concrètement, moi, ça m'est arrivé d'utiliser sur la voix d'un de nos journalistes un clone de voix pour supprimer un moment où dans une phrase, un mot avait été bouffé par une sirène de police qui passait derrière. Ce qui était un cauchemar avant, là on a pu sauver l'interview. Elisha, vous avez pris le pli d'interroger le très grand public avec un concours qui du coup aussi interroger l'intervention de l'IA en pré-production, en production et en post-production. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu le déroulé et pourquoi est-ce que vous avez voulu prendre aussi cet axe très grand public ? Oui, à l'initiative, c'est une initiative conjointe avec une société qui s'appelle Artefact, qui est un des grands leaders de l'intégration de l'intelligence artificielle dans les entreprises en France. Et on a décidé ensemble de créer un concours de court-métrage où on a sollicité les créateurs français et du monde entier à faire des films limités à 314 secondes, où ils avaient l'obligation d'utiliser l'IA aux 3 étapes de fabrication d'un film, en pré-production, production et post-production. Ce qui est intéressant, c'est que là, le jury a eu lieu il y a à peine quelques jours, une semaine et demie, et qu'on a à la fois reçu un nombre de films importants, de 40 pays différents, qui, on en parlait ensemble tout à l'heure, donnaient un panorama extrêmement large, varié, diversifié de la manière dont on pouvait mettre ces outils de création au service d'un récit, que ce soit pour des récits plus intimes ou des choses qui tirent plus vers la science-fiction ou des choses où les effets visuels sont beaucoup plus impressionnants. Et le but était aussi de créer une conversation autour de ces problématiques, une conversation avec le grand public, une conversation avec les créateurs, une conversation avec les spectateurs, et qu'on puisse se confronter à l'expérience, avoir un rapport à l'IA qui soit plus empirique, voir comment les gens s'en saisissaient. Et le but, c'est que cette conversation puisse être ouverte, que justement, on n'occulte pas les biais, les risques, les problèmes éthiques, mais que face aux risques éthiques, on ne se bloque pas non plus sur l'appréhension de ces outils de création et qu'on puisse faire évoluer ces 2 discussions en parallèle de manière apaisée. Le but fondamental qu'il y a derrière cet événement, c'est celui-ci. Ça a été plutôt un beau succès. On espère que ça va perdurer. C'est la volonté que nous avons. Et ça a été en tout cas passionnant de voir comme ça cette matière créative jaillir de la part de créateurs aussi très divers, de gens jeunes, de gens beaucoup plus âgés, de gens qui venaient du secteur, de gens qui étaient des purs amateurs. Et c'est ça, nous, en tout cas chez MK2, qui nous intéresse à travers l'IA, c'est quelles nouvelles voix vont s'exprimer et comment ces nouvelles voix vont pouvoir s'exprimer. Est-ce que ces outils-là permettent à des nouvelles voix de s'exprimer ?
Et en tant que diffuseur de contenu, est-ce que vous pensez que la technologie elle est assez mature? Est-ce qu'aujourd'hui ce qu'on voit, ce qui sort, c'est diffusable en tant que tel, sans qu'on se dise « Ah, c'est fait dans le cadre de l'utilisation de l'IA ». Est-ce que c'est amené à se développer? Est-ce que ce qui sort aujourd'hui sera la même chose que ce qu'on va voir dans un an? Ou est-ce qu'il y a une évolution exponentielle? En fait, l'IA générative peut intervenir en conception, création, pré-prod, prod, post-production. Donc après, ça dépend où on l'utilise. Quand on utilise un outil d'IA générative pour, par exemple, ranger les rushs, quand il y en a 5, 6, 7 heures de rush jour, 4 équipes différentes, 4 épisodes différents, évidemment, c'est un outil très particulier dans un contexte particulier. Moi, je voulais revenir sur le festival parce que j'ai été épatée, étonnée, extrêmement surprise par tous les talents qui se sont exprimés comme ça. Et en fait, là où c'est important, c'est que le Story Lab, notre mission, c'est de faire émerger de nouveaux talents. Par exemple, Empereur, qui a eu le Lion à la Mostra l'année dernière, le couple de réalisateurs, Marion Burger et Ilan Cohen, c'est leur première réalisation VR. Et donc, ce qui est important, c'est d'aller chercher des talents qui n'ont pas aussi forcément cette connaissance de l'audiovisuel, qui n'y ont pas forcément accès et qui puissent montrer leur vision. Et donc, d'utiliser des outils qui se démocratisent pour aller chercher un diffuseur tel que France Télévisions. Là, c'est une démarche intéressante. Et nous, comme au Story Lab, on fait déjà ce pas de côté pour aller chercher des talents qui sont un peu différents. On va sur le spectacle vivant immersif, on va sur des films dômes, documentaires avec beaucoup d'images 3D, mais on va aussi sur la prise de vue réelle. Donc on explore énormément de façons de raconter des histoires aujourd'hui, et ça c'en est une. Mais ce qui est important, c'est que ça permet à des talents de m'envoyer un projet avec une vision, et moi de parier dessus et de faire émerger un talent. Pour rebondir là-dessus, je pense que ce que dit Jeanne est très important parce que la question de dans le secteur audiovisuel, la question de l'accès aux moyens de création est quand même un enjeu important. Et c'est vrai que dans un contexte, on va dire, très traditionnel, il y a toute une série de moyens techniques auxquels des créateurs émergents n'ont pas accès. C'est pas facile d'avoir accès à un très bon studio de post-production ou de création d'effets spéciaux. Ça coûte un prix, ça coûte le prix que ça coûte. Mais même dans ces studios-là, il y en a certains qui sont très très pris, donc même avoir accès au planning pour avoir les meilleurs pour travailler, c'est pas si simple. Et donc aujourd'hui, on a des outils qui sont imparfaits, qui sont pas aussi bien qu'une réalisation faite dans les méthodes traditionnelles, à la main, qui nécessitent aussi des visions de direction artistique, mais qui permettent parfois, dans un contexte émergent, de pouvoir exprimer sa vision, comme tu l'as dit, de pouvoir exprimer sa créativité et de se dire, voilà, je rêve d'une explosion dans mon film parce que ça a du sens, parce que ça a un sens pour l'histoire. Et là, tout d'un coup, même si c'est pas celle que je pourrais mettre demain sur grand écran si je devais être montrée dans le monde entier, elle va exister, je peux déjà exprimer ma vision. Et ça, c'est quand même une valeur ajoutée. Et ce qu'on cherche tous, je crois, c'est quelles sont les nouvelles voix qui s'en emparent, comment elles s'en emparent, quelle grammaire elles écrivent avec tout ça, et finalement, qu'est-ce qu'elles ont envie de nous dire, parce que quand on s'intéresse à l'émergence, on s'intéresse toujours, la question qu'on se pose, c'est qu'est-ce qu'une génération qui émerge a à nous dire, à nous apprendre, en essayant de trouver des postures qui soient les plus humbles possibles. C'est ce que vous racontiez, la dimension de vision, de direction artistique est hyper importante. On a reçu, je crois, à peu près 400 candidatures. Il y avait de nombreux courts-métrages qui se passaient dans la forêt. Et la forêt d'une IA, s'il n'y a pas de vision artistique, s'il n'y a pas d'intention dans le prompt, c'est toujours la même. C'est une forêt nord-américaine avec des séquoias, un armorce, une vallée derrière. Et du coup, on voit que les logiciels aujourd'hui et les bases de données, ça pose aussi toute la question de créer des modèles à soi, aussi pour des questions éthiques et de propriété intellectuelle et du respect de la vision des artistes. Mais effectivement, on voit que ce qui se détachait, c'est ceux qui avaient une patte humaine en fait derrière et qui ne se contentaient pas de dire je veux une forêt. Parce que la forêt, ça va être sensiblement toujours la même. L'IA est un outil, c'est pas un outil pour créer, mais ça ne peut pas créer à la place d'un humain.
Et juste pour la petite anecdote, moi je me suis dit je vais écrire quelques vers, je vais prompter sur ChatGPT et puis il va me sortir un super truc. Ben non, c'était pas un super truc parce que ce que j'avais écrit c'était pas bon. Donc ce qui m'a ressorti c'était que des clichés sur clichés. Et c'est pas comme ça qu'on fait de la poésie. Donc, et ce qui est intéressant aussi dans les courts-métrages de l'IA, et notamment les deux gagnants, c'est l'imperfection de l'IA. C'est-à-dire qu'on arrive à une image qui est perfectible, mais qui n'est pas parfaite. Et c'est dans cet interstice d'imperfection que rentre la création et surtout l'émotion. Et en fait, que c'est un outil qui démocratise pour pouvoir... Parce que ça coûte cher de faire un court-métrage. Et puis, il faut les contacts, il faut le réseau, il faut connaître les gens. Et on est un milieu quand même très parisien, donc ça met quand même beaucoup de barrières à l'entrée. Mais si avec ces outils-là, et en utilisant justement l'imperfection de l'IA qui est intéressante, artistiquement parlant, alors on peut envoyer des projets, les faire diffuser, participer, me les envoyer. Et c'est là où c'est intéressant, vraiment. Moi, en tout cas, dans l'état actuel du développement de l'IA, pour moi, elle donne beaucoup de pouvoir à la direction artistique, et c'est vrai qu'elle en enlève aux moyens de fabrication. Et c'est vrai c'est vrai pour rebondir sur ce que tu dis, aujourd'hui, pour amener des prompts qui sont intéressants et qui amènent des résultats intéressants, il faut avoir des références. Ces références, il faut les avoir en tête, il faut savoir ce qu'on veut appeler. Et c'est vrai que l'IA peut aussi être une bonne aide pour créer des prompts et aller chercher des références, mais je crois qu'aujourd'hui, il y a quand même une prime aux gens qui sont très cultivés. Quelqu'un qui est très très cultivé, qui a beaucoup de références, qui a vu beaucoup de films, beaucoup d'expos, qui par le passé a été photographe, a utilisé de la photographie argentique, va connaître les typologies de films, de négatifs, peut ajouter des filtres. Aujourd'hui, a un avantage dans l'utilisation d'un outil d'IA créatif. Et on l'a vu d'ailleurs sur l'Artefact Film Festival. Le lauréat est un lauréat qui a 47 ans, qui était réalisateur, qui est toujours réalisateur, qui a fait des publicités, qui a fait des films de long métrage, et qui a autour de lui, qui est aussi écrivain, auteur de bande dessinée, qui a autour de lui tout un faisceau de références où il a appelé l'IA au service de son discours. Mais ce qu'il a pu faire aujourd'hui, qu'il n'aurait pas pu faire avant, c'est qu'il est arrivé à faire son film avec peu de moyens, très peu de collaborateurs, de chez lui, là où s'il avait dû emmener toute une logistique pour pouvoir tourner ce qu'il avait à dire, dans le temps qu'il était imparti, je pense qu'il n'y serait tout simplement pas arrivé. Et puis la production, ce serait peut-être tout simplement pas lancée pour... Enfin, tout ce que vous faites, c'est artisanal et parfois il y a des choses qu'on ne peut pas anticiper qui font que les projets ne s'accouchent pas. Juste pour revenir sur le concret de la culture de l'œil aussi cinématographique, c'est que concrètement, dans un prompt, on peut lui dire « je veux telle focale, tel modèle d'objectif, telle référence de marque » et ça va donner une couleur et un filtre et un cadrage différent en fonction de ce qu'on voudra faire. Et puis pour faire la rubrique tips sur l'usage de l'IA, ce qui est intéressant aussi, c'est de demander à l'IA de faire les prompts, de faire un rétro-engineering qu'on appelle, c'est-à-dire de faire les prompts des résultats qu'on voudrait avoir. Donc par exemple de dire à l'IA, je voudrais une image de cette nature, est-ce que tu peux me décrire les prompts qu'il faudrait intégrer dans GPT pour que j'ai un résultat de cette image? Et là vous allez commencer à comprendre le raisonnement et la mécanique, la manière dont ça fonctionne. Et ça c'est intéressant parce que derrière tout ça il y a des algorithmes et il faut comprendre comment ils fonctionnent. On a encore aujourd'hui la possibilité d'avoir la compréhension du fonctionnement technique. Dans quelques années, je pense que ce ne sera plus le cas. On ne vous explique pas aujourd'hui comment fonctionne votre téléphone portable. Or, moi, quand j'étais à l'école, on nous expliquait comment fonctionnait Internet, les paquets de data qui vont d'un serveur à un client. Et aujourd'hui, on a encore l'opportunité de comprendre. On est encore aux prémices. Et c'est important, c'est des moments intéressants pour se former, pour développer son savoir, pour développer ses connaissances et surtout rester curieux. Même si l'IA comporte des risques, même si on peut être effrayé par l'IA, c'est pas pour ça qu'il faut s'enlever de la curiosité qu'on peut avoir pour le médium. Du coup, on va aborder un peu les risques et puis les questions que ça soulève, elles sont triples. Il y a la question de l'impact écologique qui ça est assez prégnant. Il y a la question de l'emploi. Est-ce que l'IA générative va faire disparaître des métiers dans l'audiovisuel? Et il y a la question, et c'est un peu le sujet autour duquel on tourne avec les références, c'est de la propriété intellectuelle. Vous représentez tous les deux des ayants droit, des artistes. Comment est-ce que vous percevez ce risque-là? On peut commencer par celui-ci. Il y a à la fois sur l'IA, ce qui est intéressant, c'est d'abord quand on est curieux, on
on déjoue les pièges des biais. Donc ça, c'est important. Et il y avait aussi ce que Jean-Pierre Jeunet disait, c'était que quand on est créateur, finalement, on passe à beaucoup de références, on crée à partir de références. Jean-Pierre Jeunet, qui était le président du jury du festival. Exactement. Et donc, en fait, ce que fait l'IA, c'est un peu ça. Sauf c'est qui alimente après l'IA. Donc ça, c'est une autre question. Mais finalement, qui revient au fait que l'homme, depuis la nuit des temps, a gommé, oublié beaucoup d'artistes et que finalement, on est toujours dans ce biais-là qui est... propre à l'être humain, parce qu'on a beaucoup gommé notamment les femmes artistes, écrivaines, poétesses, enfin bref. Et donc, ça c'est une chose... totalement dans les résultats. Qu'on retrouve totalement dans les résultats aujourd'hui. Quand on prompte une personne qui marche dans la rue, il y a de grandes chances que ce soit un homme dans la silhouette. Ah oui, en fait, on est dans une vision masculine de la culture, donc on n'a que ces références-là. Mais parce que l'histoire, avec un grand H, a gommé toutes ces femmes qui ont construit à la fois les arts, mais aussi les sciences. Enfin, un des grands exemples que j'ai appris il y a peu de temps en lisant Pourquoi l'histoire avec un grand H a oublié les femmes, c'est Voltaire a juste pompé sur une de ses contemporaines quasiment beaucoup de son œuvre. Dès qu'elle a été décédée, il a tout repris, elle a été aux oubliettes et il est devenu Voltaire. Bon, je schématise, j'y vais avec la truelle, mais c'est un peu ça. Donc de toute façon, on est déjà dans ce biais-là. Donc effectivement, la curiosité de quelqu'un qui a une vision artistique va au-delà, puisque c'est le propre. Et après, évidemment, il y a des dimensions juridiques, éthiques et surtout environnementales. Et je pense qu'à mon avis, à un moment donné, le frein, il va être environnemental. Et c'est sur la gestion de l'eau, puisqu'il faut beaucoup d'eau pour les data centers et que l'IA est très, très, très consommatrice d'énergie et très énergivore. Sur les risques de l'IA, moi, le principal risque que j'identifie, c'est qu'aujourd'hui, on a des outils qui sont extrêmement puissants aux mains de très peu de personnes, qui en ont un contrôle pas totalement transparent, et que ça, c'est un risque. Et que c'est un risque qui concerne l'IA, qui concerne aussi d'autres secteurs, et que là-dessus, je pense qu'on doit tous être très mobilisés autour de ça, parce qu'on a envie de continuer à pousser des principes démocratiques, et qu'il y a un déficit de contre-pouvoir dans ce contexte-là. Donc je pense que ça, c'est quand même un risque très très important, et c'est une menace pour les années à venir. Évidemment, il y a les biais dont tu viens de parler, je rajoute rien là-dessus, parce que tu l'as extrêmement bien expliqué. Sur les questions du droit d'auteur, je pense que l'IA va être capable de produire elle-même énormément de solutions et qu'on a quand même beaucoup de solutions pour protéger du droit d'auteur. Et je crois même que pour les ayants droit, il y a de nouveaux marchés qui vont se créer grâce à l'IA. Que plus on va avoir besoin de crafter et de créer des bases de données qui sont personnalisées, plus on va avoir besoin d'avoir accès à ces données, on va trouver des mécaniques qui vont permettre de les louer, de les utiliser, et qu'il y a aussi un potentiel marché là-dessus qui peut être assez bénéfique pour les détenteurs de droits d'auteur. Et ensuite, un sujet qui, j'imagine, sur beaucoup de gens qui peuvent nous regarder ou nous écouter, les concerne, à savoir les enjeux d'emploi. Sincèrement, je ne veux pas vous servir le discours de l'idée qu'il y a de la destruction créatrice, qu'un emploi est remplacé par un autre. C'est certainement vrai, mais en vrai, j'en sais rien. On n'en sait tous quand même pas grand-chose là-dessus. Je pense qu'on a le souhait que l'IA soit pas dans un objectif de destruction d'emplois, et que ça en crée aussi et que ça amène un nouveau souffle. Mais les gens qui aujourd'hui viennent en vous garantissant un sens comme un autre, moi, à mon sens, on ne savent pas grand-chose. Et qu'il faut rester aussi assez humble, pas essayer de rassurer à outrance, mais pas non plus s'inquiéter à outrance. On s'inquiétait beaucoup, par exemple, quand le mail est arrivé de l'existence demain de la Poste. La Poste fonctionne extrêmement bien aujourd'hui et on fait quand même des belles années ces derniers temps. Après, est-ce que ça suffit à rassurer des gens dont ils ont le sentiment que leurs métiers vont être menacés par l'IA ? Non. Faut être clair aussi. Bon, faut avouer qu'on s'écrit moins de lettres, hein. Indéniablement. Parfois. Mais au quotidien, on s'écrit beaucoup toujours. Oui. Mais pour en revenir à ce que tu disais sur les métiers, on ne sait pas aujourd'hui. Par contre, ce qui est important, c'est que les jeunes, et notamment dans les écoles, puissent être formés à l'IA générative. Parce que, en fait, on sait mieux, si on se l'approprie, on saura mieux éviter les pièges après. Et après, évidemment, pour l'enjeu démocratique,
C'est évidemment très important et en tant qu'aujourd'hui représentante de France Télévisions, je ne vais absolument pas nier ça. Et ce qui est important aussi, c'est qu'aujourd'hui France Télévisions coproduit des œuvres immersives, interactives, gamifiées. Et donc c'est aussi pour ne pas laisser le champ libre à juste un tout petit nombre d'entreprises qui auraient la main mise sur tout le type de contenu, parce qu'après, ça veut dire qu'on a un espèce d'encéphalogramme plat mondial sur le type de contenu qu'on consomme. Or, ce qui est important, c'est l'aspérité, c'est le fait qu'on ait des œuvres qui nous proposent de l'émotion. Donc, c'est pour ça aussi que nous tenons à notre position de coproducteurs d'œuvres immersives, d'œuvres qui racontent des histoires très fortes, qui peuvent ou non utiliser l'IA, mais l'IA pourquoi pas. Et ça, c'est une position que nous devons tenir, que nous sommes le seul média en France à faire de l'immersif aujourd'hui, le seul en Europe, un des rares dans le monde, mais surtout, ça, c'est une position directible absolue. Quand on a commencé à essayer l'IA générative, à commencer à faire des petits plans séquences, des petits courts-métrages, des choses comme ça, moi, ça m'a beaucoup rappelé le moment où j'ai commencé dans l'audiovisuel, et c'était la révolution des caméras DV, très grand public. Donc moi, j'avais mon Sony Handycam pour faire du stop-motion dans ma chambre. Ce qui n'était pas la grande révolution, la vraie révolution, c'était qu'on pouvait aller directement sur l'ordinateur pour faire son dérush, etc. On sait aujourd'hui qu'il y a des cinéastes qui sont sortis grâce à ces outils. Est-ce que vous pensez que là, dans sa chambre, et je dis dans sa chambre, mais en fait, ce qu'on a vu aussi avec le concours, c'est que c'était très transgénérationnel. On n'a pas eu que des gens de moins de 20 ans qui se saisissaient de ces outils. Ça passait un peu dans toutes les décennies, dans tous les âges, mais est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, ce qu'on se raconte sur la démocratisation des outils, ça peut aller jusqu'à faire naître des artistes au même titre que les générations précédentes qui ont bénéficié du Super 8, de la DV, de la modélisation? Je pense que c'est une question intéressante et que, par exemple, ce qu'on a vu ce mois-ci, est sorti en salle le film qui a gagné la Palme d'Or à Cannes, qui est Anora de Sean Baker. Sean Baker a commencé sa carrière de cinéaste en faisant un film à l'iPhone. Et c'est quand même le fait, l'acte créatif, l'acte de liberté de se dire je pars avec une équipe hyper légère dans les rues de Los Angeles juste avec un iPhone et je fais un film, qui tout d'un coup l'a fait émerger sur le secteur. Le film s'appelait Florida Project, si je dis pas de bêtises. C'était peut-être le deuxième, je me mélange peut-être un peu. Et c'est quand même l'outil qui n'a pas changé ce qu'il avait envie de dire, il savait ce qu'il voulait dire, mais il a pris un outil qu'il a mis au service de son propos et que ça lui a donné une très grande liberté de fabrication. Je pense que demain, dans quelques années, quand on verra un film, on ne se demandera pas s'il y a l'usage de l'IA ou pas. Que ce ne sera pas une valeur ajoutée, positive ou négative. Comme aujourd'hui, vous ne vous demandez pas quels sont les logiciels ou quelle est la caméra qui est utilisée quand vous voyez un film au cinéma. Mais par contre, je pense que ces outils vont avoir un impact sur l'esthétique. Comme aujourd'hui, on voit que l'usage du smartphone a un impact sur le cinéma. Et comme ce qu'on voit sur Instagram, sur les réseaux sociaux, la manière dont c'est filmé a un impact sur la manière de raconter des récits. Donc je pense que l'impact va plutôt venir de là, mais qu'en effet, les gens iront pas voir un film parce qu'on leur dit que c'est un film en IA. Ça, ils en ont rien à foutre. Ils vont aller voir un film parce qu'il y a des émotions et qu'ils ont envie de se créer des souvenirs autour de ces émotions-là. En fait, la technologie ne peut exister que si elle porte une histoire avec de l'émotion. Et les grandes, finalement, réussites technologiques au cinéma ou en audiovisuel sont toujours là parce qu'elles portent des histoires très fortes. Et en fait, on voit bien que le numérique, plus les effets spéciaux, plus aujourd'hui l'IA, permettent d'aller explorer un champ des possibles que jusqu'à présent, on ne pouvait pas explorer, notamment pour des raisons de coût. Et que ça, c'est intéressant parce que ça veut dire qu'on peut adapter, par exemple, des grands livres de SF, mais pas seulement. On peut aller chercher très loin dans l'imaginaire. Donc ça, c'est très important. Et puis alors, tu parlais de ce cinéaste avec l'iPhone, mais il y a l'effet Blair Witch, qui a été incroyable. Et les premières caméras numériques ont permis aussi le faire de filmer à l'épaule, d'être très engagé, d'avoir des tournages légers. Donc l'IA va permettre quelque chose comme ça. Quoi encore, comment, peu importe. Mais du moment qu'il y a un créateur ou une créatrice qui s'empare de l'outil. En fait, c'est toujours ça qui est important. Et vous qui travaillez sur les nouveaux imaginaires, est-ce que vous avez vu
avec l'IA, des nouvelles images, des choses qu'on ne voyait pas avant. On parlait d'esthétique, mais est-ce que sur les thématiques aussi, sur la manière de mettre en scène, il y a des choses où vous vous êtes dit, ça je ne l'ai jamais vu, et le dialogue entre l'artiste et la machine a permis de produire quelque chose d'inédit? Alors, ça, c'est encore un peu tôt pour le dire, je pense, à part le festival. Oui, ça commence. Je pense en effet, je pense que tu as raison, Jeanne, ça commence, mais ce serait peut-être à la fois prétentieux et un peu anticipé de dire on commence à voir des nouvelles manières de créer ou des nouvelles formes ou des topics. C'est difficile à analyser parce que le recul est assez faible. Je rappelle, là, on a fait un concours de court-métrage, mais les outils disponibles sur le marché d'IA qui permettent de faire la vidéo sont quand même très réduits. Ils existent à peine. Donc, comme nous, on est dedans toute la journée, on a l'impression que c'est là, que c'est présent, que tout le monde est au courant. Mais en fait, ils existent à peine. Je pense qu'ils vont beaucoup arriver dans les mois qui viennent. Mais aujourd'hui, la plupart des gens qui ont participé au concours l'ont fait d'une manière où d'abord, ils créaient du texte, une image, et ensuite de l'image, elle était animée en vidéo. Donc ça, c'est quand même une grande limite artistique parce que on peut juste prendre des séquences courtes qui sont animées rapidement. Donc, et là, on touche un truc que vous pointiez tous les deux, c'est que on parle de démocratisation, mais être cultivé aux usages de l'IA, être formé aux usages de l'IA, c'est un vrai enjeu, parce que là, ce que vous décrivez, passer d'un logiciel de génération textuelle à de l'image, puis à de la vidéo, et de la post-production, c'est pas donné à tout le monde. Ah ben, ça prend un peu de temps, hein. Il faut créer son propre workflow, voir comment on utilise, quelle brique d'IA à quel moment. Donc tout ça prend du temps. Et si je reviens à l'écriture ou à comment l'IA impacte aujourd'hui sur la texture de l'image, c'est encore un peu tôt, mais en fait, on est toujours dans des influences et on revient toujours à la structure universelle du récit. Et je vois, par exemple, sur les expériences, les contenus en VR, immersifs, on commence à se dégager une écriture pour une VR à faire en expérience individuelle, en expérience collective, le dôme. Là, ça commence à arriver de voir quelle est l'écriture de ces projets. Et comment on guide, par exemple moi je guide un projet qui est plus destiné en fonction de son exploitation. Donc ça arrive, ça c'est sûr. Et l'IA c'est un peu tôt, mais c'est évident que ça va venir. Ouais, et par rapport à ce que tu disais, là où je suis 100% d'accord avec toi, c'est que l'enjeu principal, c'est l'éducation. Il faut se former, et à travers l'IA, c'est pas simplement une éducation à l'IA, parce qu'il n'y a pas déjà une IA, on va parler des IA, et à travers en fait les IA, la formation qu'il faut avoir, et qui je pense est nécessaire qu'on utilise ces outils ou pas, c'est comprendre le fonctionnement des algorithmes. Et en fait, comprendre le fonctionnement des algorithmes, c'est comprendre quand même le fonctionnement d'une partie du monde, médiatique, mais pas uniquement, aussi industriel, le fonctionnement des objets qui sont autour de nous. Et comprendre le fonctionnement, c'est se donner des outils pour penser par soi-même. Penser par soi-même, c'est la possibilité d'une opinion critique. La possibilité d'une opinion critique, c'est une possibilité de liberté. Et donc c'est pour ça que dans la manière dont on va aborder les choses, on ne va pas juger forcément les outils de manière extrêmement dure. On va d'abord chercher à comprendre, se former et à pouvoir développer et à produire notre propre pensée dessus. Et fabriquer ses propres outils en fait aussi. C'est ce que je comprends, enfin, c'est le point final de ce que vous décrivez, c'est que en créant ses propres modèles, ses propres générateurs, on pourra aussi garder une liberté créatrice, éthique. Et puis il y a un exemple que je voyais hier sur les réseaux sociaux, une personne qui parlait d'IA et qui disait dans le futur de l'IA, la manière dont elle voit les choses, elle prenait la comparaison avec le réfrigérateur. Elle disait le réfrigérateur est une invention qui a changé le monde. Et il y en a quand même dans le monde entier et quasiment partout. Mais les personnes qui en ont tiré le meilleur profit, c'est Coca-Cola, par exemple, comme entreprise. Parce qu'eux, ils ont trouvé le service qui venait vraiment s'intégrer dans cette innovation et dans cette technologie-là. Donc aujourd'hui, on a d'abord quand même des technologies qui sont un peu brutes, qui sont très puissantes, avec des capacités de calcul qui étaient inconnues jusqu'à aujourd'hui, disponibles au plus grand nombre, parce que c'est l'accessibilité grand public qui fait la différence. Mais quels sont sur cette base-là les services qui vont aussi se créer, qui vont être des services pour les créateurs comme pour les consommateurs? Pour l'instant, on ne sait pas trop. Et on attend, on reste, on va dire, curieux de ce qui va arriver. Et c'est peut-être eux qui vont vraiment devenir les géants du monde de demain. Et si on rebondit sur la question de l'éducation, c'est pas simplement une question de l'éducation sur l'algorithme, mais une éducation à l'image et aux médias.
parce qu'il faut savoir décrypter aujourd'hui ce qui est vrai, pas vrai, comment en fait on raconte une histoire, quelle est l'histoire qu'on raconte, comment une section de plan donne un sens. C'est l'histoire du cinéma. Donc, et ça, c'est important aussi d'être positionné là-dessus. Évidemment, France Télévisions, ne serait-ce qu'avec Lumni, c'est un des enjeux majeurs pour les générations de demain. Et avec une question existentielle qui est posée en fait à tous les citoyens et à l'humanité, c'est le rapport qu'on entretient avec la vérité. Et c'est vrai que même en dehors de l'IA, il y a déjà quand même un rapport à la vérité qui est remis en question, très mis à mal dans l'époque médiatique contemporaine. L'IA a ses propres questions aussi dans le rapport à la vérité, et le questionnement et la manière dont collectivement on va chercher à répondre à cette question-là est l'un des grands enjeux civilisationnels, à mon sens, du monde de demain. En fait, on n'est pas sorti de la grotte de Platon, on y est toujours. Pour conclure, si on fait on dresse des perspectives, si on se revoyait dans 3 ans, 2 ans ici, pour parler du même sujet, de quoi est-ce qu'on parlera à votre avis ? Moi, j'aimerais être entre maintenant et dans 2-3 ans ébloui par des histoires avec un des outils possibles qui serait l'IA. De permettre à des talents de pouvoir s'exprimer, de pouvoir l'utiliser, et après d'être sur des peut-être projets plus importants ou qui demanderaient un financement plus important. Parce qu'en fait, l'IA va rentrer dans des processus de production, mais ne va pas anéantir l'audiovisuel ou le cinéma, parce qu'on a toujours besoin d'œuvres qui proviennent d'une industrie pour être distribuées, diffusées. Après, il y a toujours réaliser un film avec de l'iPhone, réaliser un film avec la première caméra numérique, réaliser un film avec de l'IA, mais on raconte toujours des histoires, et la manière dont on les raconte, elle date de la nuit des temps. Ce qui change, c'est la techno et la variation sur le thème de l'histoire. Mais voilà, donc j'aimerais juste être ébloui sur leur histoire qu'on me raconte. Moi, je fais rarement de la prédiction, parce que je crois que c'est très difficile de prévoir le futur aujourd'hui, et qu'il y a beaucoup d'imprévus, il y a beaucoup de choses qu'on ne prévoit pas. Après, je peux vous dire ce que j'aimerais voir dans la période de 3 ans. Moi, ce que j'ai envie de voir dans les 3 ans, c'est surtout d'être surpris, qu'on me montre des choses que j'ai jamais vues avant, que ça permette en effet à des voix nouvelles de s'exprimer différemment, et puis qu'on ait fait évoluer les questionnements qu'on a aujourd'hui sur l'IA. Je pense qu'il faut qu'on fasse évoluer les problématiques, qu'on fasse évoluer les questions qu'on traite, et je pense que justement en parler participe de cette envie de pouvoir continuer à faire évoluer la problématique. Après, je me méfie toujours de prédire le futur. Et juste pour finir, vous faites tous les deux un métier de sélection de programmation. Est-ce qu'on peut se quitter sur une recommandation d'un court-métrage, d'un outil aussi, quelque chose qui vous a marqué et qui vous a accompagné ces dernières semaines, ces derniers mois ? Avec de l'IA ? Avec de l'IA ? Les 2 lauréats du festival, parce que autant le premier prix, c'est un film entre Wes Anderson et Jean-Pierre Jeunet, et on sent bien toutes les références, autant le deuxième a la fraîcheur du premier récit de cette histoire avec beaucoup d'émotions. Et donc en fait, et pour rebondir à la question d'avant, pour être ébloui sur des histoires, il faut que j'en reçoive aussi beaucoup. Donc, allez-y. Ouais, pour donner des recommandations, je pense que La vie quand t'es mort, le film qui a gagné l'Artefact Real Film Festival, qui a été réalisé par Raphaël Friedman, est super, et un très bon exemple de l'IA au service d'un récit. C'est disponible sur YouTube, sur le site du festival. C'est disponible sur YouTube, on peut le voir sur le site du festival, sur le compte YouTube d'MK2, il est tout à fait disponible. Et là, en me baladant ce matin dans les couloirs de l'événement, un ami, Antoine Quérol, m'a recommandé un film, donc du coup je vous le recommande. Je ne l'ai pas vu, mais il m'a dit que c'était super, et je me fie souvent à son jugement. Ça s'appelle Critters, C-R-I-2-T-E-R-Z, et manifestement, il faut voir ça.
Et j'ajouterais qu'on peut compter sur les talents qu'on a en France parce qu'on en a beaucoup. On a tout l'écosystème, toutes les écoles. Pour la partie immersive, on est avec Taïwan, je pense que l'un des pays les plus forts au monde en termes d'œuvres, de création originale, d'écosystèmes, de talents, de producteurs. Donc, tu parlais d'Antoine d'Atlas 5, et ce sont aussi eux les précurseurs qui vont vous voir s'emparer de l'IA parce qu'ils se sont emparés déjà de beaucoup de questions sur l'immersif. Donc ils sont aussi aux avant-postes. Mais en fait, il faut aussi, puisqu'on est dans un environnement aujourd'hui où on dit « We are the French Touch », mais oui, et on est talentueux, on a des ressources, on a des écoles, on a l'écosystème, on a des diffuseurs, des acteurs importants de l'écosystème cinématographique comme MK2. Donc en fait, il faut qu'on soit fiers de soi. Voilà, et on a tout réuni pour justement avoir une place très importante, primordiale, prépondérante sur la scène nationale et la scène internationale. Et ça, je pense qu'il faut absolument être sur ces sujets-là et sur les feux de la rampe. Merci d'avoir aussi bien conclu. Merci. Merci. Bonne journée. Au revoir. Salut, merci.